Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur que j'ai déjà raconté sur la chaîne. Si tu n'aimes pas le format compilation, je t'invite à regarder les vidéos qui sont sorties cette semaine. Je pense que tu ne les as pas toutes vues. T'inquiète pas, les liens sont dans la description. Allez, prenez un petit chocolat chaud et installez-vous confortablement. Les arnaques sur internet sont de plus en plus présentes. Et plus on y pense et plus on y fait attention. Mais est-ce qu'on est vraiment attentif à toutes les annonces? Est-ce qu'au bout d'un moment, on est un peu moins attentif car on se dit bon bah ça arrive aux autres, pas forcément à moi? L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Evalia et elle a 31 ans. Au moment de cette histoire, elle recherche une voiture car la sienne a lâché en plein milieu de la route quand elle sortait de son boulot. Elle décide de regarder les annonces de voitures sur Le Bon Coin et espère trouver son bonheur. À un moment, elle tombe sur une petite Alfa Romeo rouge très sympathique. Premier contact via le site avec le vendeur, tout semble normal. La voiture est propre et peu de kilomètres et le vendeur est super sympa lui aussi. Les deux conviennent rapidement d'un rendez-vous pour qu'elle puisse voir la voiture et éventuellement l'acheter. Le rendez-vous est fixé au 12 janvier. Arrivée cette date, elle est sur la route avec la voiture d'un ami et elle se rend compte qu'elle ne se dirige pas du tout dans un lotissement comme lui a dit le vendeur. Bon, elle y prête pas plus d'importance. Et elle voit au loin une petite maison et l'Alfa Romeo rouge de l'annonce. Elle ralentit et s'arrête. Une fois sortie de la voiture, elle a un mauvais pressentiment. Le vendeur n'est pas là et il est injoignable. Elle attend quelques minutes et décide de remonter dans la voiture. Elle regarde le rétro intérieur et elle voit une camionnette blanche arriver. Sur le coup, elle se dit chouette, c'est enfin le vendeur qui arrive mais avec un petit peu de retard. La camionnette s'arrête pile devant l'Alfa Romeo rouge. S'ensuit alors 4 hommes qui sortent de la camionnette et ils sont habillés tout en noir avec une corde à la main. Chose qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'il fait froid à ce moment-là, donc elle avait déjà mis le contact dans la voiture afin d'avoir du chauffage. C'est sûrement ça qui lui a sauvé la vie. Evalia, elle a le réflexe de retirer le frein à main, embrayage et bam, elle se met à déguerpir de là le plus vite possible. Pour le retour, elle a préféré prendre un chemin plus long pour rentrer chez elle, histoire de voir si les 4 hommes ne l'avaient pas suivi. Une fois de retour à sa maison, elle retourne sur l'annonce et elle n'existe plus. Donc ouais, très bizarre hein, cette annonce Le Bon Coin qui voilà part en malheureusement en truc très chelou. Alors peut-être une coïncidence aussi, hein, on sait jamais, on n'écarte pas toutes les pistes, mais peut-être que ce mec de l'Alfa Romeo rouge avait donné un autre rendez-vous à d'autres gens et que lui aussi allait se faire enlever ou un truc comme ça. Donc très chelou. Allez, prochain thread d'horreur. Si vous vous sentez en sécurité dans votre pays, même le plus sûr du monde, vous pouvez oublier. Si vous vous sentez en sécurité dans votre ville, même s'il ne se passe pratiquement rien, vous pouvez oublier. Et si vous pensez que vous êtes en sécurité chez vous, dans votre salon, oubliez. Peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes, il y a toujours du danger. Et toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne peuvent en témoigner. Et c'est ce que Héloïse va vivre. C'est une jeune femme de 29 ans et elle vit en appartement dans un quartier plutôt sombre de sa ville. Autant vous dire qu'elle a l'habitude d'avoir des personnes un petit peu étranges et qu'il y a des trucs chelous qui se produisent. Elle a déjà subi une effraction dans sa maison et elle est donc déjà très vigilante lorsqu'il s'agit de sa sécurité et celle de sa maison. Héloïse, elle a une mauvaise manie, elle fume sa petite cigarette. Et ayant des chats et ne voulant pas que sa maison pue à fumer, parce que ouais ça pue, elle sort sur son balcon pour fumer. C'est exactement ce qu'elle fait quand tout ceci se produit. Elle est assise sur son balcon, elle est en train de fumer et profite de sa petite nuit. Quand elle remarque une voiture qu'elle n'a jamais vue auparavant dans le parking arrière de son appartement, juste à côté de son balcon. Au début, elle se sent un peu mal, mais elle veut pas passer pour une voisine paranoïaque. Alors elle reste assise et fume le reste de sa cigarette. Puis elle entend des bruits de pas se diriger droit dans son jardin. Et là, il y a un homme grand et costaud qu'elle n'a jamais vu qui marche d'un pas vif dans son jardin. Encore une fois, elle essaye de pas stresser et se dit qu'il est peut-être venu voir un de ses voisins. Mais son anxiété est définitivement en alerte. Elle essaye de ne pas paniquer pourtant, jusqu'à ce qu'elle réalise que cet homme se dirige vraiment vers sa partie du jardin. C'est à ce moment-là qu'il fait quelque chose qui la fait encore plus flipper. Le mec s'arrête juste dans son jardin et il la regarde de son balcon, comme ça, sans dire un mot. Là, elle est en mode panique absolue. Héloïse se dit « Oh putain que non ». Elle sursaute et claque sa porte et la verrouille. Elle court vers sa salle de bain à l'étage et compose le 911. Elle écoute tous les bruits qui viennent d'en bas car elle peut entendre que quelqu'un joue avec sa porte arrière. Et là, forcément, elle stresse.
Après ça, pas de nouvelles de la police, un petit classico, et elle décide de sortir de sa salle de bain et regarder par la fenêtre de son salon. Et elle a pu voir le mec qui était en train de descendre de son balcon et dans sa main se tenait un objet métallique. Puis il est parti dans une maison un petit peu plus loin et il est passé au-dessus d'une clôture. Elle espère que rien de mal n'est arrivé à cette famille. Mais ce qu'elle écrit, ça s'est passé il y a même pas 2 heures au moment où elle écrit. Bon, maintenant il doit se passer plusieurs jours. Après ça, elle a réessayé d'appeler les policiers pour voir ce qu'ils foutaient. Mais les policiers lui ont dit que son quartier craignait trop et que non, il voulait pas venir. Donc à part s'il y a un meurtre ou quoi, non, il se déplace pas dans le quartier pour si peu, genre un cambriolage ou une agression, c'est pas... Bon allez, hein, pour eux c'est pas une dinguerie quoi. Et bref, c'est comme ça que se finit ce thread qui à chaque fois se conclut par les policiers qui non, ça y est, c'est fini, plus envie de travailler. Travailler? Moi? Pourquoi? J'ai pas compris, je vais payer à quoi? Imaginez vous achetez une maison qui est vraiment la plus banale possible. Vous vous imaginez déjà dedans, vivre votre vie et profiter un maximum. Et si ce que vous imaginiez se brisait? Louvia et sa famille ont vécu quelque chose dans leur maison en Lorraine. Il y a 18 ans, ils ont acheté une magnifique maison. Et elle et son mari ont directement emménagé avec leur fils de 2 mois. La maison se trouve dans un lotissement qui est lui-même en bordure de forêt. Le sous-sol de la maison n'est pas enterré, c'est comme s'il y avait un 3e étage. Leur chat et Louvia n'aiment pas du tout y aller et elles s'en servent comme buanderie. Elle se sent observée et oppressée à chaque fois qu'elle y met les pieds. Leur chat souffle également au niveau des escaliers qui relient le 1er étage du 2e étage. Quand leur fils est arrivé à l'âge de 2 ans, il passait vraiment pas mal de temps assis dans les escaliers, à parler dans le vide, comme ça. Et quand elle et son mari lui ont demandé à qui il parlait, il disait « Je parle au monsieur moche qui habite là ». Louvia a eu 2 autres enfants par la suite et eux aussi ont eu le même comportement et la même réponse à chaque fois qu'ils leur ont demandé à qui il parlait. Dernièrement, elle a rencontré une médium hypersensible, spécialisée dans l'habitat. Ils ont sondé la maison et ont trouvé le monsieur moche et l'ont fait partir. Ils ont aussi découvert que le lotissement a été témoin d'exactions pendant le Moyen-Âge. La médium lui a alors demandé de parcourir la maison avec de la sauge en fumigation et elle a demandé aux entités de ne pas rester dans cette maison. La nuit suivante, Louvia a rêvé que ces entités cherchaient à entrer par la fenêtre de leur chambre située au 2e étage. Son mari l'a réveillée et lui a dit qu'elle était debout au milieu de la chambre et criait vers la fenêtre. Depuis, tout va mieux et ils ont une petite famille harmonieuse et beaucoup moins de maladies. Voilà, très petite histoire que j'aime beaucoup, mais il n'y a rien d'autre à dire. Allez, prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une abonnée que l'on va appeler Ophélia. Pour vous poser le contexte, pas loin de chez elle, il y a une maison abandonnée. Et elle et ses amis adorent y aller. Mais un de ses amis a une particularité. C'est que quand elle traîne avec cette personne, elle a l'impression qu'aucun esprit, fantôme ou quoi que ce soit d'autre ne vient les voir. C'est comme si cette personne les repoussait. Alors, un jour, ils y vont, ils sont 4, mais il n'y a pas l'ami qui repousse les fantômes, plus ou moins. Et forcément, elle ne se sent pas bien. Et il faut savoir aussi une chose sur le lieu, c'est que cette maison a été sujet à du satanisme. Bref, Ophélia va souvent là-bas avec 2 de ses amies qui se nomment Lisa et Tess. Elles se rejoignent toutes les 3 chez elle et prennent son pendule. Une fois arrivée sur les lieux, elle rentre dans la première pièce mais ressort aussitôt car elle a un mauvais ressenti. Ophélia commence avec son pendule à poser des questions par rapport à l'histoire de la maison et elle a des réponses assez cohérentes. Il faut savoir que pour entrer dans cette maison, il faut ouvrir un volet, donc le volet était déjà ouvert à ce moment-là. Pendant qu'elle pose la dernière question, Lisa commence à paniquer et à pleurer. Elle veut partir et elle et Tess ont réussi à la calmer et elle range son pendule. Ophélia commence à poser des questions qu'il ne faut surtout pas poser, du genre « Si vous êtes là, faites-moi mal au ventre, faites-moi tourner la tête ». Enfin bref, tout ce qu'elle demande se réalise et elle se dit que non, c'est pas possible, ça peut pas lui arriver. Donc elle va dire « Si vous êtes là, faites-moi voir des hallucinations ». À ce moment-là, elle regarde par terre et décide de lever la tête. Elle voit donc le couloir sale et un escalier qui monte et dans ces escaliers, elle voit une tête. Elle s'arrête et baisse à nouveau la tête. Ses amis lui demandent si elle va bien et elle répond que oui. Ophélia lève de nouveau la tête, mais cette fois, elle voit un parking plus haut et elle dit « Regardez les filles, il y a quelqu'un ». Et ses amis lui disent que non, il n'y a personne d'autre qu'elle. Ophélia leur décrit alors ce qu'elle voit. Il y a un homme assez grand et blond. Il porte un t-shirt gris qui lui arrive à la moitié des triceps et un short blanc. Après tout cela, les filles finissent par rentrer chez elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, son petit ami vient chez elle. Elle décide de l'emmener visiter la maison et son meilleur ami la rejoint. Et ils finissent par entrer dans la première pièce mais ressortent aussitôt.
Par contre, eux sont restés dedans. Tout ce qu'elle va vivre à présent, elle ne s'en souvient pas. C'est son petit ami et son meilleur ami qui lui ont dit ce qui s'était passé. Apparemment, elle a fait des tours de la maison et elle était très bizarre. Puis elle s'est assise sur les marches et ne bougeait pas. Elle fixait un point précis et lui ont dit qu'il commençait à partir. Et ils l'ont donc appelée pour qu'elle vienne. Mais elle ne bougeait pas, alors son petit ami est venu la chercher. Elle se souvient juste qu'il l'a touchée et qu'ils sont partis tous les trois. Le lendemain, ils ont appelé la maman de son petit copain qui est très attaché à tout ce qui est médium et tout. Elle leur a dit qu'il y avait un monsieur accroché à eux et qu'elle a fini par le faire partir. Voilà, encore un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Et si toi aussi tu veux partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Voilà, plus qu'en mail, en Insta c'est un peu chiant. C'est parce qu'à chaque fois ça divise les messages et tout. Par mail ça fait un bloc et c'est mieux. Voilà, donc ce sera par mail, n'hésite pas. Voilà. Alors pour commencer l'histoire, imaginez-vous que c'est une jeune fille de 15-16 ans qui s'appelle Paulette. Elle a un léger rhume car c'est l'hiver et qui dit hiver dit à 19 h il fait nuit. Ses parents ne sont plus à la maison et sa sœur est absente car elle a un événement scolaire. Alors elle profite de ce temps pour prendre un long bain pour essayer d'apaiser tout ce qui se passe dans son système. Environ 10 minutes après le début de son bain, elle entend que quelqu'un frappe franchement à sa porte d'entrée. Bon, sur le coup, ça lui semble pas trop étrange sur le moment puisque tous les membres de sa famille ont tendance à perdre des trucs. Donc ça peut largement être des clés. Elle sort du bain, enfile un peignoir et s'apprête à se diriger vers la porte quand quelque chose l'arrête. Elle sait pas pourquoi, mais elle a envie de s'informer auprès de ses parents pour voir si ce serait pas eux. Elle prend son téléphone et leur envoie un message du style « Hey, c'est vous qui êtes dehors et qui frappez à la porte ?» Sauf que pendant ce temps-là, les coups à la porte deviennent de plus en plus forts et son chien, qui est dans sa cage à ce moment-là, aboie. Son téléphone sonne et son père lui répond « Non, je suis toujours à l'événement de ta sœur. » Maintenant, les aboiements de son chien la rendent nerveuse. C'est pas un chien très calme, mais elle n'aboie jamais quand c'est un membre de sa famille. Elle décide de sortir de la salle de bain sur la pointe des pieds et d'entrer dans la chambre de sa sœur qui est juste à côté de la porte d'entrée. Elle regarde à travers ses stores et voit un homme à sa porte. Son cœur se serre puisque ce n'est pas sa mère ou quelqu'un qu'elle connaît. C'est un homme vêtu de noir avec des cheveux en lambeaux, un pied de biche à la main et ce qui ressemble à un pistolet dans sa poche. Cette fois, il frappe à sa porte et elle peut voir qu'il utilise ses deux mains pour le faire. À ce stade, la chienne, elle commence à devenir folle. Elle aboie comme une ouf. Et l'homme, il peut entendre ça. Du coup, il commence à reculer et se diriger vers une voiture devant. Un gars sort de cette voiture et marche également sur son Porsche. Là, Paulette, elle en a marre et elle décide que ça y est, c'est suffisant. Elle court vers la cage où il y a son chien et le laisse sortir. C'est pas un très gros chien, mais c'est un chien bruyant. Elle commence à sauter vers la porte et à aboyer tellement qu'elle doit respirer péniblement et grogner à travers la porte qui s'étend vers l'extérieur. Puis là, Paulette peut entendre un des deux hommes dire « Oh putain non !» Tout ça avant d'entendre une portière de voiture qui claque et le craquement du gravier. Un signe clair que la voiture est partie. Son père s'est précipité à la maison et elle pleure. Elle a expliqué frénétiquement ce qui s'était passé. Après ça, ils ont fouillé leur cour avant et leur Porsche pour vérifier s'ils avaient laissé des preuves. Et la seule chose qu'ils ont trouvé, ce sont des bosses là où les hommes avaient apparemment frappé sur le mur. Voilà, c'est comme ça que se termine le thread. Petit thread de... petite intrusion quasiment qui a failli se passer avec possiblement un cambriolage. Donc voilà, bravo à Paulette et à la chienne. Allez, prochain thread. Son chien sonne. Oh là là, je suis fatigué. Son téléphone sonne, pas son chien. Le chien il sonne. Oh putain. Imaginez, vous visitez une cathédrale et vous pensez que vous êtes seul. Mais quelque chose vous fait douter et vous vous rendez compte que, en fin de compte, vous n'êtes pas si seul que vous le pensiez. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Pauline, enfin plus exactement celle de Lorraine. Et franchement, quand elle lui a raconté cette histoire la première fois, ça lui a fait froid dans le dos. Même s'ils vivent tous aux États-Unis maintenant, son père a grandi dans le nord de l'Angleterre. Quiconque a passé du temps là-bas sait que dans toutes les villes comme York, les histoires de hantises sont très courantes. Le pays tout entier a parfois l'impression d'être dirigé par des fantômes. Quand cette histoire se passe, Lorraine est encore une enfant. Mais dans cette histoire, il y a l'oncle de Pauline qui a 5 ans de plus et qui a pu attester la validité de cette histoire. Non seulement les villes sont généralement hantées, mais l'épicentre de ces repères semble être la variété de vieilles cathédrales qui sont communes dans tous les pays. Son père et son oncle visitent l'une de ces cathédrales et pour une raison que l'on ne connaît pas, leurs parents sont déjà dehors avec leurs 2 autres enfants de la fratrie. Ces cathédrales sont généralement très belles et bien décorées. Il est donc assez courant d'y aller en dehors des heures d'ouverture et de passer du temps à les visiter, même lorsqu'il n'y a personne d'autre.
Alors les deux hommes sont à l'intérieur quand ils entendent que quelqu'un à l'étage joue de l'orgue. Dans un bâtiment aussi grand, les orgues peuvent être massifs, alors quand quelqu'un joue, c'est difficile de le manquer. Son père et son oncle pensent qu'il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment, mais ils se sont donc trompés. Alors, curieux, ils ont décidé de grimper l'escalier en colimaçon pour voir qui était en train de jouer. L'oncle arrive en haut des escaliers, il se retourne vers l'orgue et il devient tout pâle. Son père regarde par-dessus le rebord du balcon pour voir ce qui a provoqué une telle réaction de la part de son oncle. Apparemment, non seulement il n'y avait personne là-haut, mais l'orgue était également fermé à clé. Et quand ils ont regardé un petit peu plus loin, ils ont conclu qu'il n'y avait vraiment personne, même au balcon de l'escalier par lequel ils sont montés. Son père décrit avoir eu la sensation d'un énorme poids qui tombe dans son estomac et une peur l'envahir. Les deux enfants se sont précipités hors de la cathédrale aussi vite qu'ils ont pu. Après que Pauline ait entendu cette histoire, elle a essayé de lui poser plein de questions pour avoir le plus de contexte possible. Ce qu'il lui a dit, c'est que même s'il y avait un autre moyen de sortir du balcon, le temps écoulé entre le jeu de l'orgue et leur arrivée en haut des escaliers était de 20 secondes. Autant dire pas assez de temps pour fermer l'orgue et disparaître comme ça par magie. Difficile à réaliser même pour un fantôme. Son père n'y est jamais retourné. Pauline sait que sa famille a pas mal d'autres histoires effrayantes et que certains de sa famille lui ont raconté et franchement ça la terrifie. Bon, pour celui-là j'ai pas grand chose à dire, on passe au prochain. Alors juste avant que commence ce 7ème thread d'horreur, si tu veux soutenir, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait jamais de mal. Hop, je te reprends pas plus de temps et on commence. Si quelqu'un sonnait chez vous et vous demandait de l'eau, est-ce que vous trouveriez ça bizarre? Bien sûr, vous êtes en été et il fait chaud, donc rien de plus banal de vouloir aider son prochain, pas vrai? On veut tous être gentils, mais quel prix sommes-nous prêts à payer pour être de bonnes âmes charitables? C'est ce que l'on va voir avec l'histoire de Astoria. Elle a 15 ans et un jour d'été, pendant les vacances, elle était dans l'Ohio. Son père vit dans un appartement qui est au sous-sol de la maison de la sœur d'Astoria, beaucoup plus âgée qu'elle. La sœur d'Astoria a une fille qui a à peu près le même âge qu'elle, qui a 14 ans. Une semaine ou deux après le début de son séjour, Kathleen et elle sont restées dans leur maison pour surveiller les enfants un peu plus jeunes de 9 et 3 ans pendant que sa sœur travaillait. Son père, quant à lui, sort habituellement au bar quelques heures par soir pour assister à un match et passer du temps avec ses amis, et cette soirée n'est pas différente. Les filles ont alors passé quelques heures à regarder la télévision avec les plus jeunes après le dîner et elles les ont envoyées se coucher vers 22 h. Kathleen et Astoria aiment avoir le salon pour elles seules et écouter un petit CD d'Eminem qui les obsède ces dernières semaines. Vers 22 h 30, elles se réchauffent quelque chose à manger quand à un moment, elles entendent quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Pour le contexte, sa sœur vit à quelques kilomètres d'une très petite ville rurale, genre 30 minutes de la ville. Sa maison est située au bord d'une ancienne autoroute à faible trafic où les maisons ont un grand espace et de petites parcelles de bois entre les deux. Toujours suffisamment proches les unes des autres pour que vous puissiez voir votre voisin, mais que vous ne vous croisiez pas forcément. C'est un quartier tout ce qu'il y a de plus classique là-bas. La route est sombre et sans lampadaire, donc toute la lumière extérieure provient exclusivement des lumières du porche et des fenêtres voisines à cette heure de la nuit. Kathleen regarde Astoria et elle a l'air complètement surprise d'entendre la porte, surtout de nuit. Leur famille ne connaissant pas vraiment leurs voisins, ils les ont déjà vus de vue, ouais, mais jamais discuté ou quoi que ce soit. Et surtout, tous ceux qui vivent là utilisent toujours la porte arrière qui donne sur l'allée au lieu de la porte qui donne directement sur la cour. Un coup retentit sur la porte encore, cette fois un petit peu plus dur et insistant. Et une question se pose, et si c'était des policiers ou quelque chose comme ça? Astoria étant la plus âgée, alors elle se redresse un petit peu et dit « je vais aller voir ». Tout ça avec la voix la plus confiante possible. Kathleen la suit jusqu'à la porte juste derrière elle. Astoria hésite un instant avant de tourner le pêne dormant. Puis elle tourne prudemment la poignée pour ouvrir la grande porte en bois suffisamment grand pour regarder à travers l'interstice et à travers la porte moustiquaire de l'autre côté. Un homme est là et leur dit « Salut, j'essaye de joindre un ami pour qu'il puisse venir me chercher. Mais mon téléphone est tombé en panne et il fait vraiment chaud ici. Est-ce que vous auriez de l'eau ?» Le jeune homme a l'air d'avoir quoi, 18-19 ans. Il a une grande silhouette et des cheveux blond clair hirsutes qui pendent un peu devant ses yeux bleu clair. Il porte un t-shirt noir et un jean et il a visiblement transpiré un petit peu à cause de la chaleur de juillet qui persiste même après le coucher du soleil. Astoria, elle sait pas trop quoi faire et elle regarde Kathleen derrière elle. Kathleen hoche la tête et retourne à la cuisine pour prendre un verre d'eau pour le gars pendant qu'elle reste devant la porte. L'anxiété qu'elle a à propos de ce type s'estompe petit à petit, mais il reste suffisamment grand pour qu'elle reste devant la porte. Alors d'où tu viens, demande Astoria.
Elle essaye de bavarder avec lui tout en écoutant les bruits de Kathleen qui ouvre le robinet dans la pièce voisine. Après ça, elle enchaîne et dit « Et si tu manques ton pote pendant que t'es ici, comment tu vas faire ?» Après avoir dit ça, Astoria a enfoncé son pied un petit peu plus fort sur la porte histoire de céder si jamais. Là, il y a un lent sourire qui commence à se dessiner sur son visage marqué. Le garçon fait un pas lent en avant et comble silencieusement l'espace entre la porte moustiquaire et la porte. Ils ne sont plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le seuil de la porte est la seule chose qui les sépare encore. Elle glisse son bras libre derrière la porte et agrippe le côté opposé du cadre de la porte pour s'y appuyer. Astoria se maudit de ne pas avoir fait glisser la chaîne de verrouillage sur la porte avant de l'ouvrir. Bon, si elle le fait maintenant, ça pourrait clairement contrarier ce mec. Le type la regarde pendant une seconde et son sourire ne quitte pas du tout son visage. Le gars se tourne vers Kathleen qui arrive et adoucit son regard. Et lui demande s'il peut rentrer pour prendre le téléphone dans la maison. Là, une porte s'ouvre derrière les deux jeunes filles et elles sursautent toutes les deux. Son père vient de rentrer par la porte arrière avec une bouffée de cigarette. Il arrive en demandant « Qu'est-ce que vous faites les filles ?» Astoria tourne la tête vers le garçon à la porte avec de grands yeux et dit « C'est mon père, attends une seconde ». Elle profite du fait que le mec soit surpris pour lui fermer rapidement la porte au nez. Elle se retourne vers son père et dit « Papa, il y a un gars à la porte, il veut rentrer pour utiliser le téléphone ». Kathleen ajoute après ça qu'il est sûrement au lycée avec elle. Mais l'expression de son père s'assombrit et il se dirige vers la porte et l'ouvre à moitié pour faire face au garçon. Il ouvre donc cette porte et demande au gars qu'est-ce qu'il y a. Le garçon commence à bouger et il a l'air vraiment inconfortable. Alors il raconte à son père la situation concernant son ami qui doit venir le chercher. Là son père lui dit bon, tu ferais mieux de dégager un petit peu plus loin comme ça tu le louperas pas. Et le garçon devant la porte lui dit « mais elles étaient juste en train de me donner de l'eau, mec, détends-toi, il fait chaud ici, tu vois ?» Et il dit ça, mais pas de façon gentille, ça sent qu'il y a un petit peu d'animosité quand même. Là, le père lui répond, lui dit « Ok, alors je vais te donner 5 putains de secondes pour quitter mon Porsche avant que j'appelle les flics. » Le père il se met à faire une sorte de grognement de colère et il se met à claquer la porte. Les deux filles regardent confuses son père et il a l'air super énervé d'un coup. Elles commencent à devenir très nerveuses et pensent qu'elles vont avoir des ennuis pour avoir ouvert la porte. Elle regarde à travers un espace entre le corps de son père et le cadre de la porte pendant que le garçon reprend ses esprits. Bon, le père il avait claqué la porte moustiquaire, pas la porte de base, ils sont chiants avec toutes leurs portes, mais bref. Du coup, Kathleen peut toujours voir son visage et il a un sourire malsain justement sur ce visage. Il se recule lentement du Porsche puis il disparaît alors qu'il retourne dans la cour sombre en direction de la route, sans un autre mot. Le père cette fois claque la porte, la vraie, et la verrouille avec la chaîne et il se retourne vers elle. Il leur dit mais pourquoi vous ouvrez la porte comme ça à un inconnu que vous connaissez même pas? Quand il y a personne d'autre à la maison avec vous, vous ouvrez pas la porte. Et vous êtes stupide à un point, mais juste c'est une dinguerie. Astoria, elle prend la parole et dit mais papa, c'est quoi le problème? C'est un type que Kathleen connaît, on l'a vu à son école, pourquoi tu nous cries dessus? Le père, il a l'air au bout de sa vie, il soupire et il s'assoit à la table. Il les regarde toutes les deux, il calme sa voix à un niveau normal pendant qu'il explique en tremblant. Les filles, je serai prêt à parier de l'argent qu'aucun ami ne viendra le chercher. Il y a un endroit plus loin sur la route où vont les mauvaises personnes. C'est comme un centre de santé mentale, mais pour les criminels. Et honnêtement, je pense qu'il vient de là-bas. Kathleen, elle demande alors pourquoi il dit ça. Elle, de son côté, elle est complètement bouleversée. Elle lui dit, mais je te dis, je le connais depuis l'école. Le père la regarde et lui dit, ah, peut-être que ouais, mais il y avait quelque chose qui clochait chez ce gamin. Il adoucit encore sa voix et continue. T'as pas remarqué? Il portait pas de chaussures. Il avait des chaussettes d'hôpital. Et Astoria, maintenant, en tant qu'adulte, elle réalise à quel point elles ont été stupides d'ouvrir la porte. Elle travaille maintenant avec des patients en santé mentale et elle comprend beaucoup mieux pourquoi certains d'entre eux peuvent être dangereux. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon, le père qui est pas exempt de tout reproche, forcément, le mec, bon bref, on n'est pas là pour ça, mais bon, si lui aussi est tous les soirs au bar, enfin bref, voilà. MDR. Allez, prochain thread d'horreur avant de... Bon voilà, prochain thread d'horreur. L'anxiété qu'elle a à propos de ce type s'estompe petit à petit. Petit... Et c'est petit à petit. Au lieu de petit à petit. Non mais c'est quelque chose, c'est... Ah là là, le français. Une très belle langue. En juin, Steven a quitté l'appartement de ses parents car il a enfin trouvé un emploi stable et aspire à une sorte de liberté. Il commence à regarder les appartements abordables dans sa ville pour son budget et il en a trouvé un à 2 ou 3 minutes à pied de chez ses parents. Pour Steven, il est parfait. Il peut vivre seul et ses parents seront toujours à proximité pour qu'il puisse leur rendre visite quand il veut ou prendre le petit déjeuner avec eux.
L'appartement en lui-même est génial. C'est pas vraiment grand chose, mais pour un homme célibataire, c'est plus que suffisant. Son appartement dispose d'un long couloir reliant chaque pièce entre elles sur les côtés. Sa porte d'entrée est au début du couloir, sa chambre est la deuxième pièce à gauche, mais les murs sont assez fins et on peut entendre littéralement les gens dans l'appartement quand ils sont sur le palier ou dans les marches. De son couloir, de sa chambre ou n'importe quelle pièce de son appartement en fait. Il y a une semaine, il rentre d'un bar après avoir retrouvé quelques amis. Il est pas spécialement tard, il doit être 22h15, 22h30 et puis il profite de son jour de congé. Alors il prend une douche et saute dans son lit pour regarder Netflix. Il est déjà probablement minuit passé lorsqu'il entend un faux coup qui vient de sa porte d'entrée. Il arrête l'émission qu'il regarde et il écoute pendant environ 1 minute. Et il entend rien. Donc il se dit que c'est sûrement son esprit qui joue des tours. Il relance son émission Netflix et quand une fois de plus, il entend 2 mouvements frapper à sa porte. Il s'assit sur son lit, se lève pour aller à la porte et il regarde à travers le judas. Et bien sûr, il fait noir. Encore une fois, il hausse les épaules et retourne dans sa chambre. Mais avant même de pouvoir s'asseoir correctement, il entend un toc-toc légèrement plus fort que les autres fois précédentes. À ce stade, il pense que c'est un de ses amis qui lui fait une farce. Alors il appelle son ami et lui demande s'il est en train de frapper à sa porte. Et que si c'est le cas, c'est pas très amusant. Son ami s'arrête 1 seconde et lui dit « Comment ça? Mais mec, je suis à la maison, je dois me lever à 7h30. » Steven, il est au téléphone, comme ça il est en mode « Ah ok. » Il le croit forcément et il raccroche. Steven parle assez fort, donc celui qui est en train de frapper l'a forcément entendu raccrocher. Et il y a un autre coup qui s'est fait entendre à sa porte. Là, il est très énervé, alors il marche vers sa porte, il regarde par le judas et il voit toujours rien. Il déverrouille ensuite la porte. Mais il se dit au final que non, c'est pas la bonne solution et il reverrouille sa porte. Mais étant un petit peu ivre et en colère, il décide d'attendre et d'attraper celui qui frappe à sa porte. Il attend une bonne dizaine de minutes et regarde silencieusement à travers le judas avant d'être un petit peu surpris lorsque quelqu'un met sa main sur le judas et frappe de nouveau. Il a immédiatement commencé à déverrouiller la porte et à courir vers le hall de l'appartement. Il entend quelqu'un débouler les marches et que cette personne s'appuie contre un mur. Il court alors vers les marches avant de réaliser que ça peut être n'importe qui et que cette personne doit attendre derrière un coin pour lui sauter dessus. Il se dépêche de rentrer et d'appeler les policiers. Ils arrivent quelques minutes plus tard et ils ont scanné le bâtiment et la rue, mais ils n'ont rien trouvé. Et ils lui ont dit que peut-être cela pouvait être des enfants qui faisaient une petite farce et de ne jamais courir après quelqu'un. Les policiers ont continué à patrouiller et à circuler pendant plusieurs nuits et les coups ont cessé. Et voilà, on passe au prochain thread d'horreur. Si vous rencontriez une personne qui vous dit qu'elle ait des forces spéciales, est-ce que vous la croiriez? Bon, dans tous les cas, c'est ce que l'on va découvrir avec Emilien. Il a 17 ans et il est au lycée. Il y a quelques temps, son conseil de classe est passé, donc pas mal de temps libre. Et il le passe en partie à faire des exercices dans un parc à côté de chez lui. Pour les Montpelliérains, c'est le parc de la Rose. Pour tous les autres, c'est un parc qui est entouré de maisons et d'immeubles, qui est assez fréquenté et qui a des installations assez cool pour faire pas mal de sport. Donc il fait son sport tranquille et une fois fini, il se dit qu'il va faire une petite balade dans le parc. Alors il prend son vélo et va un petit peu plus loin. Il arrive vers une sorte de sculpture qui a l'air fun à escalader, donc il décide de l'escalader. Il arrive après quelques temps en haut, il pose son téléphone et redescend pour continuer à escalader le truc par d'autres endroits. Et d'un coup, il y a un mec qui vient vers lui et qui commence à lui parler. Il entend pas ce que le mec lui dit car il a ses écouteurs. Mais quand Emilien enlève ses écouteurs, il peut entendre que l'homme lui demande de partir. Apparemment, selon lui, il y aura un homme qui s'est échappé de la prison de Maguelone, en banlieue de Montpellier. L'homme devant lui se présente comme étant le capitaine Rosato. Sur le moment, Emilien ne sait pas du tout si le mec lui fait une blague ou autre, car il n'est pas du tout habillé comme un capitaine. Alors vous allez vous dire, ça s'habille comment un capitaine selon lui? Il nous dit qu'un capitaine ce serait sûrement pas habillé en claquettes chaussettes. Mais bon, Emilien, il a rien à gagner ici à rester avec un mec très chelou. Déjà que c'est pas la première fois qu'il croise des personnes cheloues dans ce parc. Alors Emilien remonte la structure pour aller chercher son téléphone qu'il a laissé en haut. Il redescend et quand il regarde où est parti cet homme, il est parti plus loin. Ce gars-là le regarde un petit peu furieux et il se met à hurler sur Emilien. « Vous devez partir !» Emilien lui dit que oui, il va partir, il doit juste récupérer ses affaires et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et là, le mec se met à hurler « À genoux !» Emilien essaye toujours de calmer la situation et de lui expliquer, mais le gars n'en a rien à foutre et il lui crie littéralement dessus. À genoux, capitaine Rosato, force spéciale, 2e sommation. Emilien, il essaye toujours de lui expliquer qu'il va partir, mais il en a pas le temps et l'homme répète. À genoux, capitaine Rosato, force spéciale,
Troisième et dernière sommation. Emilien lui dit ok, je vais me mettre à genoux, mais pourquoi tu me demandes ça? Puisque à ce moment-là, en plus, il peut pas partir, il y a ses affaires qui sont éparpillées un petit peu partout à terre, et il aura pas le temps de tout prendre. L'homme s'avance vers lui et dit à genoux. Emilien se répète encore et ça a l'air de l'énerver, vu que le gars lui fait une prise de judo mais toute molle. Emilien sait qu'il peut sûrement s'en sortir, mais il veut pas envenimer la situation, donc il résiste pas. Puisque physiquement le gars a 50 ans, lui en a 17, il a beaucoup plus de force que lui. Emilien est très fin et puis il sait pas de quoi ce mec est capable. Emilien se tient à genoux et sa tête touche le sol et sa main sur sa nuque. Ce gars chelou dit alors « je vais devoir vous parler ». Là, notre protagoniste serre les fesses car franchement il a pas du tout envie de se faire prendre par derrière et il se prépare au pire. Et c'est à ce moment-là qu'Emilien entend un « ça va ?» Il ouvre les yeux et il peut voir que c'est une maman qui joue à côté avec son fils. L'homme lui dit ouais. Et Emilien lui dit non avec la tête. La maman lui dit vous le connaissez? À ce moment-là, elle parle au capitaine Rosato. Il lui dit que tout est sous contrôle, que c'est le capitaine Rosato des forces spéciales qui s'occupe de tout. La mère dit alors ouais, mais c'est mon neveu, donc laissez-le. Et elle dit à Emilien allez viens. La dame se fait pousser par capitaine Rosato, mais elle arrive à le récupérer, puisque la mère s'est fait rejoindre d'une amie et donc ils sont plus fortes que lui. Les femmes appellent la police et l'homme reste là dans le parc à parler à son col comme s'il y avait un micro dessus. Le jour d'après, Emilien est retourné au parc et il s'est fait 8 points de suture car il s'est fait percuter par un camion Ben. Quelqu'un ne voulait vraiment pas de lui là-bas, alors il a changé de parc. Histoire de dingue, j'ai trop kiffé, vraiment, voilà. Force à vous si vous êtes dans ce parc, vous le connaissez maintenant, faites attention. Alors on commence directement avec deux histoires qui nous sont partagées par une abonnée. Je vais te lire le petit message au début et puis après je passe en troisième personne, ok? Bonjour Delcor, j'espère que tu vas bien. Oui ça va, j'espère que toi aussi tu vas bien et que vous allez tous bien. J'aime beaucoup tes vidéos, vraiment continue ce que tu fais, merci beaucoup. J'apprécie particulièrement les compilations, c'est pratique lorsque je fais des activités en les écoutant. Voilà, c'est notamment pour ça aussi que ça existe les compilations. Voilà donc... pour que vous puissiez faire des choses à côté. Puisque moi aussi, quand je travaille, je mets des vidéos sur le côté. Voilà, c'est simple. Et plus c'est long, mieux c'est. Et justement, j'ai deux histoires à te partager. On va commencer avec la première. Pour le contexte, elle vit avec un seul parent, sa mère, puisque malheureusement, son père est décédé. Elle a un beau-père, mais il n'habite pas dans la même maison qu'elle. Elle le voit très souvent néanmoins. Un jour, quand elle était petite, c'était en 2016, sa mère et elle étaient en vacances dans un hôtel. Elle ne se souvient plus trop duquel. En fait, un jour, elles sont sorties pour se balader, puis elles sont rentrées à l'hôtel. Elles ont mangé et elles se sont préparées pour dormir, avant de regarder la télé. Peu de temps après, elles se sont endormies. Mais dans la nuit, vers 2 h du matin, elle s'est réveillée et a vu sa mère devant la porte de leur chambre, vraiment apeurée. Du coup, elle va la voir en allant vers elle et elle entend des coups de pied venant de la porte et la voix d'un homme criant « Ouvrez, c'est le personnel de l'hôtel !» Du coup, sa mère a répondu « Non, c'est faux !» À ce moment-là, le mec a commencé à taper encore plus fort. À ce stade, sa mère a appelé le personnel pour savoir si c'était vraiment eux. Et effectivement, ce n'était pas le cas. Ensuite, sa mère a appelé la police et notre abonnée était perdue. Elle ne comprenait pas, mais elle avait peur. La police est venue et a embarqué cet homme. Elles n'ont pas vraiment eu de nouvelles de cette histoire, ce n'est que le lendemain qu'elles ont appris qu'il y avait plusieurs hommes. Ils ont agressé une femme qui a malheureusement fait l'erreur d'ouvrir sa porte. Les hommes étaient 3 et étaient connus des services de police pour agression et agression non consentie. Clairement, heureusement que ta maman n'a pas ouvert la porte, elle a bien joué. On passe à la deuxième histoire. Cela s'est passé l'année dernière et entre-temps, elle a déménagé dans une ville qu'on peut qualifier de sûre. Il n'y a jamais eu de problème dans cette ville. Qui dit déménagement dit nouvel établissement scolaire. Et ce qui est super cool, c'est que son établissement scolaire est à côté de l'école maternelle de son frère. Elle a oublié de mentionner qu'elle avait un petit frère en école maternelle. Sa mère travaille beaucoup, donc c'est elle qui va souvent chercher son frère quand elle finit à 17 h. Sinon, c'est la nounou. Mais ce jour-là, c'était elle qui devait aller le chercher pour rentrer ensemble. Bref, c'était en novembre, donc la nuit tombe vite. Ce jour-là, elle avait fini tôt. Donc elle est rentrée chez elle, puis elle est ressortie chercher son frère. Mais elle est sortie à 17 h 15. Sachant que l'école de son frère est à environ 15 minutes, elle est arrivée vers 17 h 35 et il faisait déjà nuit noire. Il n'y avait pas de lampadaire, juste la lumière de la lune. Pour aller de l'école depuis chez elle, il faut passer par 2 ronds-points. Ils étaient arrivés au premier rond-point quand une personne vêtue de noir avec un énorme chien a traversé le rond-point. En voyant cette personne, son frère a eu peur, donc elle a traversé de l'autre côté. Sauf que là, la personne a traversé également.
À ce moment-là, elle a eu un mauvais pressentiment. La personne a fait demi-tour et s'est détournée de sa trajectoire initiale. Elle pensait juste que cette personne rentrait chez elle, sauf que pour rentrer chez elle, elle était obligée de prendre le trottoir qu'elle avait pris au début. Ils ont donc traversé, elle et son frère, mais elle a eu le sentiment d'être suivie. Donc elle a accéléré en tirant sur le bras de son frère. Ils ont donc accéléré la cadence et cette personne également. Ils étaient au niveau du deuxième rond-point quand cette personne a soudainement accéléré encore plus. Cette personne était vraiment derrière eux à ce moment-là. Elle a donc pris un risque en tirant son frère en traversant en plein milieu de la route. Et à sa grande surprise, cette personne a également traversé en plein milieu de la route. Elle était persuadée qu'elle les suivait, mais elle ne pouvait pas courir car il y avait son petit frère. Elle a donc appelé sa mère, mais ils étaient vraiment environ 25 mètres de chez eux. Donc leur mère leur a dit d'attendre devant la maison. Mais elle pense que cette personne a entendu sa conversation avec sa mère et elle s'est soudainement arrêtée. Avec son frère, ils se sont donc mis à courir, mais ils ne pouvaient pas aller très vite non plus. À un moment, elle s'est arrêtée et a regardé derrière elle. Et cette personne était arrêtée, la regardant même dans l'obscurité de la nuit. Et elle pouvait voir que cette personne lui souriait. Voilà, c'est comme ça que se terminent ces deux petites histoires que j'ai mis en une. Et un grand merci à toi de nous avoir partagé ces deux histoires. Si d'ailleurs toi aussi tu veux le faire, c'est sur delcorestory@gmail.com. Allez, on passe à la prochaine histoire. Sauf que pour rentrer chez elle, elle était obligée de prendre le toto. Alors juste avant que commence ce thread d'horreur, petit trigger warning, si t'es arachnophobe, peut-être que tu devrais passer à la prochaine histoire. Voilà. Je dis ça et je dis rien. Alors oui, l'histoire elle est dingus mais 100% vraie. Enfin, c'est ce que dit l'auteur du thread, moi je peux pas confirmer. Et vous allez voir, pour une fois, l'histoire ne se déroule pas aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est pas si loin non plus, c'est en Amérique du Sud et plus précisément en Argentine. En fait, Diana a passé 18 mois dans ce pays et elle a 21 ans au moment des faits. De ce que j'arrive à comprendre, vu qu'elle veut rester hyper vague, elle fait de l'aide humanitaire. Et ce jour-là, avec une collègue, elle devait vérifier si une famille en particulier avait besoin de leur aide. À leur arrivée, un jeune garçon a ouvert la porte. Et quand elles ont expliqué pourquoi elles étaient là, il a refusé leur aide et c'est tout. Elles font demi-tour et continuent leur chemin. À ce moment-là, la porte derrière elles s'ouvre et un homme adulte les appelle, leur demandant de revenir. Lorsqu'elles expliquent qu'elles sont là pour aider de toutes les manières possibles, il hoche la tête et dit oui. J'ai vraiment besoin d'aide. Au lieu d'expliquer ce que c'est, pourquoi il a besoin d'aide, il les fait traverser la maison et sortir par la porte arrière. Son jardin est assez grand. Pas des acres de terre agricole grande et tout, mais c'est suffisamment grand pour qu'il y ait un petit hangar studio dans la cour arrière. De toute façon, il y a 4 murs et un toit en tôle. Il ouvre la porte et leur fait signe d'entrer. Ce qui les accueille à l'intérieur est un espace de vie sombre et mal éclairé, avec un petit lit délabré dans le coin, un four coin cuisine de fortune, quelques chaises et une paire de chaussures délabrées. Diana remarque alors que sur le mur, il y a des citations de la Bible marquées, écrites au fusain. Un peu étrange, mais cela amène son regard à continuer vers le plafond qui se trouve à environ 1 mètre au-dessus de sa tête. Sauf qu'en fait, elle peut pas voir le plafond. L'intégralité du plafond est recouverte de toiles d'araignée épaisses, emmêlées et filetées. Et juste au-delà des barrières de la toile, il y a une 50aine d'araignées. Certaines sont immobiles, d'autres rampent et elle en voit une qui descend d'un fil à proximité d'elle. Diana est clouée sur place et incapable de réfléchir pendant environ 1 minute entière. L'homme leur dit alors qu'il vit dans cette cabane et que cela ressemble à un espace habitable, certes si on peut oublier la 50aine de colocataires incluses. C'est à ce moment-là que Diana et sa collègue décident que ce serait une bonne idée de discuter de ce dont l'homme a besoin. Et surtout, elle préférait aller dans la maison principale et ne pas rester dans cette cabane enveloppée de toiles d'araignée et d'araignées. Et c'est ce qu'ils vont faire assez rapidement, ils vont aller dans la maison. Toujours mal à l'aise, elles inventent l'excuse qu'elles ont un rendez-vous. Ils sortent alors de cette maison assez rapidement. Maintenant que Diana y pense, cette maison également était très sombre à l'intérieur. Même si pour le coup c'était le milieu de la journée. Aucune lumière n'est allumée à l'intérieur, pas de télévision allumée, pas de musique, rien. Même s'il y a d'autres membres de la famille, le garçon mentionné précédemment et 2 autres femmes que Diana voit à l'intérieur de la maison, ils sont tous étrangement silencieux. Elle nous dit que si vous êtes déjà allé en Argentine, vous savez très bien comment ils sont. Ils sont très joviales, ils ont la joie de vivre et ils apprécient énormément une bonne conversation.
Depuis lors, Diana est maintenant arachnophobe, alors qu'elle l'était pas avant. Elle aimait pas forcément, mais pas de là à être arachnophobe. Alors oui, elle a conscience que les araignées servent pour réduire la population de moustiques et autres nuisibles. Mais bon, elle ne supporte pas de les voir. Et sa collègue lui a fait alors part d'une chose qu'elle pense, c'est que cet homme est en fait possédé par un mauvais esprit. Diana, elle reste un petit peu sceptique étant donné qu'il n'a pas montré de signes de détresse évidents. Il n'a pas parlé d'une voix déformée, il n'a pas fait de menaces en latin et les a pas du tout menacées en vrai. Mais une partie d'elle se demande vraiment si ce gars dort là dans cette cabane avec ces conditions-là. Même aujourd'hui, 10 ans plus tard, Diana se souvient encore de cette expérience, claire comme le jour. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread arachnophobe, c'est comme je l'avais dit, passez votre tour. Ah, j'avoue que moi ça me dérange pas les araignées, je suis en mode bon, ok, peut-être tu la mets dehors, plac, plouc. Mais j'avoue, bon, 50 toiles d'araignée, machin, enfin, 50 araignées plus les toiles d'araignée, ça devait, c'est insalubre, hein, c'est pas fou, quoi. Donc j'espère que cet homme a des meilleures conditions de vie maintenant quand même. Voilà, allez, prochain thread d'horreur. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est partagée par une fille qui se nomme Becca. Mais l'histoire, ce n'est pas la sienne, c'est celle de sa mère. Donc on va directement se mettre dans la peau de la mère pour plus de compréhension, ok? Cette histoire commence il y a assez longtemps, lorsque Judith, la maman, surprend son jeune voisin, John, alors âgé d'environ 16 ans, en train de l'observer à travers sa fenêtre. Un jour, alors que Judith habite dans une nouvelle maison avec son mari et la petite fille qui se prénomme donc Becca, qui est âgée d'environ 3 ans, Judith change de place à table parce qu'elle a des invités. Elle se retrouve ainsi placée face à la baie vitrée qui donne sur le jardin. Pour un peu de contexte, cette baie vitrée donne sur le jardin, derrière lequel il y a des arbres et des buissons qui cachent un petit chemin éclairé par un lampadaire. C'est là qu'elle pense remarquer quelque chose bouger dans les buissons. En se penchant, elle voit une silhouette s'abaisser lentement pour essayer de se dissimuler dans les buissons. Elle hurle et son mari fait sortir leur chien de l'époque. L'homme se lève et part en courant. Ils ne réussissent pas à l'attraper, bien que Judith est persuadée que cet homme est de nouveau John. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce serait trop beau. Après plusieurs années sans nouvelles, ils apprennent que John est rentré dans les forces spéciales de l'armée, mais qu'il est maintenant rentré chez eux. Il est SDF et sérieusement atteint mentalement. Un jour, alors que Judith prend sa douche, elle entend son mari rentrer dans la maison. Elle ne fait donc pas plus attention, mais quelques minutes après, quand elle l'appelle, il ne répond pas. Et elle se rend compte qu'il n'y a personne dans la maison en fait. Le soir même, on toque à la porte, sachant qu'il faut traverser un portail, qui est normalement fermé, et le jardin pour accéder à la maison. En regardant par la fenêtre du haut, Judith reconnaît John, et elle demande à son mari d'y aller en disant de lui dire qu'elle n'est pas à la maison. Le mari va donc ouvrir à John qui lui demande immédiatement où est sa femme. Il répond alors qu'elle est malade et qu'elle dort. John demande alors s'il n'a pas quelque chose à boire. Et le mari lui propose de l'eau. Mais John refuse et demande de l'alcool bien fort. Le père de famille lui cherche une bouteille de rhum pour qu'il les laisse tranquilles. John la prend et va s'asseoir dans leur jardin pour la boire tranquillement. Il retourne ensuite toquer à la porte pour rendre la bouteille vide et demande au mari quelle est la date d'anniversaire de sa femme. Bon, forcément, le mari essaye d'esquiver la question en disant que la date est déjà passée. John insiste et le père finit par lui dire le mois. Mais John veut la date complète. Donc il finit par lui dire le jour, le mois et l'année. John répond alors bon tu lui diras framboise alors, et il s'en va. Ce gars-là va alors ensuite partir chez les grands-parents de Becca, c'est les parents de Judith du coup, et il leur donne une branche de vigne avec des raisins pas mûrs qu'il vient d'arracher, leur disant de les donner à Judith et qu'elle comprendra. Depuis, Judith verrouille tout le temps toute la maison, rappelons qu'il est soldat d'élite quand même, et ils squattaient dans un champ en haut de leur village avant d'être pris en charge par les services sociaux. Ils n'ont plus de nouvelles à part qu'ils revenaient au moment des faits d'un long périple à pied jusqu'à Reims pour rencontrer l'évêque puisqu'il est persuadé d'être Jésus. Judith ne s'est plus jamais retrouvée seule face à lui, mais à l'heure actuelle, ils sont incapables de savoir ce qu'il lui aurait fait si c'était le cas. Et même si c'est bien lui qui est rentré dans la maison la fois où Judith pensait que c'était son mari. John a avoué des années plus tard qu'il venait tous les soirs se cacher dans les vignes en face de la fenêtre de sa chambre pour l'observer pendant des heures. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread un peu creepy. Genre vraiment c'est à sens unique. Le mec a l'air de kiffer Judith, mais Judith elle est en couple, elle a une fille, elle a des enfants, enfin bref, elle fait sa vie. Enfin, c'est dommage dans le sens où mentalement peut-être qu'il est pas bien, je sais pas, enfin voilà. Prochain thread d'horreur. En se penchant, elle voit une silhouette s'abaisser lentement pour essayer de se dissimuler dans les boissons. Pas dans les boissons, mec.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Margot. Elle a 27 ans et son histoire n'est pas très grande, mais c'est mystérieux mais rien de paranormal pour le coup. En fait, hier soir, quand elle écrit le thread, elle sort quelques heures pour dîner et prendre un verre et quand elle est revenue chez elle, il y avait une bouteille de bière vide dans sa poubelle, dépassant du haut comme si la personne n'avait même pas essayé de la cacher. Elle n'a aucune idée de comment c'est arrivé là, elle vit seule et elle a reçu personne et elle ne boit pas d'alcool chez elle. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle ait une bière vide dans sa poubelle. Mais elle se souvient qu'elle a laissé une clé de rechange à sa réception pour son ami qui était censé lui rendre visite il y a quelques mois. Alors, elle est allée la chercher à la réception et malheureusement, il n'avait pas ses clés de rechange. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ait utilisé sa clé de rechange? Et si oui, comment cette personne savait à quel appartement elle correspond? Pour le contexte, elle vit dans un immeuble et il est extrêmement improbable que le gars ou du moins la personne ait pu deviner le numéro de son appartement et demander le double des clés. Ce qui est bizarre, c'est que la personne n'a rien pris. La seule chose qui est différente, c'est que Spotify était ouvert sur son ordinateur portable, qui de base était verrouillé. Bon, bêtement, ça c'est elle qui l'écrit, mais elle a noté le mot de passe dans une pile de cahiers avec d'autres mots de passe obsolètes. Parce que pour plus de contexte, elle a été gravement piratée il y a quelques années. Et elle a créé des mots de passe complexes uniques à chaque plateforme. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Comme je vous l'ai dit, c'est assez petit, mais c'est très bizarre. Moi, je me dis, mon schéma de pensée, c'est que cette personne a réussi à avoir les clés en passant peut-être à l'accueil, il y avait personne, etc. Elle a eu les clés, puis elle a testé tous les appartements. Hein. En vrai, tu passes dans les étages, clac, clac, petite clé. De toute façon, il y a quelqu'un qui te chope en train de faire ça, tu te dis « Oh, je me suis trompé, je suis fatigué, voilà. » Personne va rien te dire. Franchement, est-ce que la personne va aller porter plainte comme parce que t'as fait ça? Non. Donc après, par contre, du coup, il a réussi à rentrer dans l'appart. Il s'est mis un petit Spotify et il a bu une bière. Et c'est quand même mythique. Il a rien pris, il a rien volé, rien. Juste il a fait ça. Par contre, il y a un mec qui a ses clés. Ou une personne, du moins. Je dis un mec, hein, mais c'est une personne qui a ses clés. C'est lunaire. Enfin bref. Histoire de fou, très petite, mais vraiment très bien. Allez, prochain thread d'horreur. L'histoire qui nous est partagée aujourd'hui, c'est celle de Maeva, âgée de 8 ans. Elle part en résidence de vacances avec ses parents. C'est un endroit modeste avec un petit terrain vraiment petit où il y a des bancs pour s'asseoir. Là-bas, elle rencontre une autre petite fille et passe presque toutes ses vacances avec elle, à squatter ce petit coin. Elles adorent se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'aide pas pour la suite. Un soir, elles sont toutes les deux seules et font la rencontre d'un petit garçon avec qui elles passent la soirée. Maeva se souvient qu'ils écrasent des pignons de pin, rien d'extraordinaire. Le garçon leur montre même du doigt la petite maison de la résidence où il dort. Régulièrement, la lumière qui éclaire leur petit carré se coupe, suffit de la réenclencher. À un moment donné, Maeva va rallumer la lumière, mais là, quand la lumière se rallume, le petit garçon a totalement disparu. Les 10 premières minutes, elle pense qu'il rigole et elle le cherche sans trop s'inquiéter. Puis le temps passe et le petit garçon ne réapparaît pas. Elle commence à vraiment avoir peur, surtout que la lumière continue de se couper régulièrement. Maeva ne sait plus combien de temps elle passe à l'attendre. La terreur est totale et elle rentre vite fait. Le lendemain, elle tente d'aller voir où il est censé habiter dans la résidence. Mais cette maison est totalement inoccupée. Plein de trucs bizarres vont se passer en général pendant ses vacances. Maeva finit par se demander si tout ça a vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille la retrouve sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle lui dit, c'est « Est-ce que tu te rappelles du petit garçon qui a disparu ?» Et voilà, malheureusement, c'est comme ça que se termine ce thread. On n'a pas la suite, mais j'imagine que soit elle doit lui dire un petit truc en mode un article petit garçon enlevé ou quoi, voire peut-être même pire, donc voilà. Je sais pas, ou soit c'est paranormal, je ne sais pas. Là, on a les deux options, clairement. Oh, je sais pas ce que t'en penses, tu me dis ça. Allez, prochain thread. La vie n'est pas facile en tant qu'addict à des substances. Et malheureusement, Mila est plongée dans le glouglou et la farine dans sa jeunesse. Heureusement, après ça, elle a grandi et fondé une famille au cours des 20 années suivantes. Elle a de nombreuses histoires de fous à nous raconter, mais on va se concentrer aujourd'hui sur une histoire. Mila et ses amis connaissent une femme appelée Tracy, qui écrit dans son livre les noms de toutes les personnes avec qui elle couche. C'est un truc que sa mère lui a appris à faire car apparemment, c'est trop marrant de relire ce journal après. Un soir, Mila et son amie quittent le pub car elles veulent boire encore et encore, mais elles n'ont plus d'argent. Elles ont besoin d'argent et la seule personne sur laquelle elles peuvent compter est la mère de Tracy.
Elles parcourent 1,5 km le long du canal pour arriver chez elles. Mais lorsqu'elles arrivent, les lumières sont éteintes et il n'y a pas de signe de vie à l'intérieur. Ce qui est inhabituel car la mère de Tracy dort super tard. Elle décide de frapper quand même sans entendre de mouvement à l'intérieur. Jasmine, l'amie de Mila, croit entendre un bruit. Elle regarde par la fenêtre et se retrouve face à une scène d'un film d'horreur. Il y a du sang partout. La mère de leur amie gît là dans une mare de sang et elles sont sûres qu'elle est morte. La porte est ouverte alors elles entrent et la trouvent en train de gargouiller. Elle est à peine réactive mais respire et Mila n'oubliera jamais le son de sa tentative de parler tandis que des bulles de sang moussent dans ses narines. Elles appellent le 999, un numéro d'urgence dans beaucoup de pays, et au moment où les secours arrivent, Trish, la mère de Tracy, ne répond absolument plus. À côté d'où elle gît, il y a un marteau couvert de sang et de cheveux, visiblement l'arme de l'attaque. Elles signalent alors tout à la police parce qu'elles ont trouvé Trish, elles doivent se rendre au commissariat pour être exclues comme suspect dans cette histoire. Comme Mila le dit, Trish garde une note de toutes les personnes qui lui rendent visite. Puisque oui, c'est moche à dire, mais bon, elle n'invite que des hommes chez elle pour faire vous savez quoi. Le dernier nom inscrit est celui d'un ami en commun, Adam, qui sort avec Trish de temps en temps. La police l'arrête, il fait même la une des journaux à propos de cet incident. Cependant, il ne trouve aucune preuve de sa présence là-bas récemment et il est relâché après 72 heures, son alibi étant apparemment vérifié. Un an s'écoule et Trish reste dans le coma pendant tout ce temps. Son corps abandonne finalement et elle est déclarée morte. Ce qui lui arrive reste un mystère, personne n'a jamais été accusé de son meurtre, même si seuls ses mots écrits et le bouche à oreille désignent Adam. Au fil des années, Adam plaisante sur la mort de Trish, affirmant que personne n'a jamais été arrêté pour son meurtre. Il détient des détails révélateurs qu'ils ne peuvent jamais prouver car ils sont verbaux et juste assez vagues pour ne pas l'incriminer. Mila et ses amis savent tous que c'est lui et c'est navrant. Il connaît même la couleur du manche du marteau alors qu'il est censé ne l'avoir jamais vu auparavant. Et c'est un détail qui n'a pas fuité dans la presse ou quoi. Cela préoccupe toujours Mila, mais 20 ans plus tard, personne ne peut rien y faire. Tout ce qu'elle fait, c'est éviter Adam et essayer d'oublier les horreurs qu'elle a vues. Que peut-elle faire d'autre? Voilà, j'ai pas les mots. Là, j'ai vraiment... dur. Allez, prochain thread d'horreur. Hein. Deux petites secondes avant que ce thread ne commence. Si tu ne l'avais pas fait, n'oublie pas un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. Voilà, allez, on reprend avec le thread. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Joséphine qui se passe en été 2010. Et à cette époque, elle est âgée d'environ 15-16 ans. Ses voisins et elle sortent en douce un soir d'école pour se promener et fumer cigarettes et également des cigarettes magiques. Des trucs typiques d'adolescents rebelles selon elle. Toute la nuit, ils racontent des histoires effrayantes mais pas d'histoires de fantômes ou quoi. Ils parlent d'un accident survenu dans leur quartier dans les années 70, de kidnappeurs et d'autres sujets sombres juste pour se faire peur. Il est environ 1h du matin, ils marchent dans un long tronçon de rue pour rentrer chez eux. Il y a très peu de lampadaires et beaucoup de chaînes, donc c'est extrêmement sombre. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, il pleut. Un peu devant eux, sur leur gauche, de l'autre côté de la rue, une silhouette encapuchonnée sort de la porte d'entrée d'une maison et commence à marcher dans la même direction qu'eux. La silhouette traverse ensuite la rue de sorte que s'ils continuent, ils passeront à côté de cette personne. Du coup, le petit groupe traverse la route mais cette personne revient et les confronte dans la rue sous un faible éclairage public. À leur grande surprise, lorsque cette personne retire sa capuche, en fait, c'est une belle femme rousse, probablement âgée de la fin de la trentaine ou du début de la quarantaine. Elle ne sent pas l'alcool mais elle est probablement sous substance. Elle semble très distante et regarde Joséphine d'une manière étrange, comme si elle était en train de clairement scruter son âme. Elle commence alors à leur poser des questions, mais pourquoi vous sortez si tard? Où est-ce que vous habitez? Surtout toi là. Est-ce que tes parents savent vous tuer? Elle essaye aussi de s'avancer vers Joséphine et de l'attraper pour l'attirer vers elle. Joséphine, très paranoïaque et nerveuse, recule et dit de ne pas la toucher. Pendant ce temps, un homme portant une casquette bleu clair des Yankees de New York marche dans la rue en fumant une cigarette. Venant de la même direction qu'eux, il a une démarche déterminée et a l'air intimidant. Il a environ la vingtaine, il marche juste à côté d'eux, mais vraiment juste à côté. Après avoir continué et dit à la femme de se faire foutre, il se retourne et s'approche du groupe. Il leur dit alors « Mais que vous a dit cette femme? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Ils réitèrent ses questions et lui disent qu'elle les faisait flipper, qu'elle devait être folle ou carrément droguée.
Il les remercie et poursuit la femme qui commence à rebrousser chemin d'où ils viennent. Et il la ramène dans la maison d'où elle est sortie pendant qu'elle se bat contre lui. Joséphine n'a jamais revu cette femme ni ce type. Cela s'est passé à une rue de chez elle. Qui sont-ils? Pourquoi les a-t-elle contactés? Pourquoi le gars voulait-il savoir ce qu'elle leur avait dit? Joséphine ne dort pas du tout cette nuit-là tellement elle est troublée. Joséphine, elle a une petite théorie, c'est qu'elle se dit que cette femme c'était sûrement une petite distraction. Tout ça pour que cet homme puisse les attaquer, peut-être avec un petit couteau ou quelque chose comme ça. Elle nous dit que peut-être comme ça raconter c'est peut-être pas effrayant, mais à vivre en tout cas ça l'était. Alors moi j'ai carrément une autre théorie d'ailleurs, en fait plus que c'est une diversion ou quoi, moi je pense que cette femme elle a réussi à s'enfuir carrément et puis qu'elle est sous substance et tout, peut-être qu'ils l'ont effectivement, ils ont utilisé des substances pour faire qu'elle n'ait plus le contrôle d'elle-même et justement elle s'était enfuie et les mecs viennent, enfin le mec vient la chercher pour qu'elle retourne à la maison. Voilà, moi je pense que c'est peut-être même cette théorie là carrément. Donc voilà, prochain thread d'horreur. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laure qui veut nous partager tout ça. Son histoire s'est passée le dimanche 3 mars, c'était la fête des grands-mères. Du coup, sa mère a demandé à son frère et à elle d'acheter des fleurs quelconques pour leur grand-mère. Et au passage d'aller regarder dans un mini rayon qui s'appelle Anti-Gaspi. Ce rayon est plein de produits moins chers parce que généralement la date de péremption arrive à terme. Ils décident d'aller à un magasin, ils restent pendant bien 10 minutes devant le rayon des plantes pour choisir une bonne fleur. Finalement, ils ne prennent rien et décident d'aller à un autre magasin. Avant ça, ils se dirigent vers le fameux rayon anti-gaspi. Il n'y avait rien d'intéressant, mais le frère de Laure remarque un produit et il rigole un petit peu dessus. Il finit par le reposer et il se dirige vers les caisses sans aucun article avec eux. Il passe les portiques et d'un coup, un vigile sort d'une porte avec un code sur la poignée pour pouvoir y entrer. Il sort de là et attrape d'un coup le frère de Laure par les épaules en le serrant très fort. Il le dirige très violemment vers la pièce. Laure, inquiète, regarde le vigile qui finit par lui dire « Toi viens ». Elle le suit donc dans la pièce, il referme la porte derrière lui et dit « Vide tes poches ». Tout ça d'un ton très menaçant envers le frère de Laure. Son frère vide alors ses poches et le vigile ne trouve rien. Il dit alors « Mais qu'est-ce que t'as pris dans les frigos ?» Tout ça en faisant référence au rayon anti-gaspi. Le petit frère répond « Bah j'ai rien pris monsieur ». Il regarde alors Laure et dit « Monte ton dos ». C'est ce qu'elle a fait et il a fini par les laisser partir en disant « Allez, allez-y, allez ». Il ne s'excuse même pas, rien du tout. Pour le reste de la journée, Laure se sent très mal à l'aise. Elle a constamment l'impression d'être suivie. Elle est très stressée, sachant qu'elle n'aime pas vraiment la violence. Et qu'il n'a eu aucune marque de respect ou aucune manière qui aurait pu la rassurer d'une manière quelconque. Les frères et sœurs rentrent et racontent l'incident à leur mère. Elle se dirige directement au magasin pour confronter le vigile. En la voyant, il essaye de partir mais elle l'interpelle en disant « Excusez-moi, je peux vous parler ?» Ses yeux se dirigent alors directement sur Laure et son frère qui sont à 1 mètre ou 2 derrière leur mère. Ils attendent bien 15-20 minutes en se baladant dans le magasin pendant que leur mère discute avec le vigile. Ils vont même dans la fameuse salle de tantôt. Leur mère revient et leur raconte que le vigile a tout nié. Il dit qu'il ne les a aucunement touchés et invente plein d'autres mensonges. Il a même le culot de dire « La caissière est témoin ». Voilà, merci d'avoir écouté l'histoire de Laure, cela peut paraître anodin pour vous, mais maintenant elle est toujours autant angoissée par cette histoire et cet homme. C'est peut-être son métier, mais il n'a pas le droit de les toucher, et il n'y a aucune manière de faire ça. Normalement, s'il veut les fouiller le sac ou quoi, eh bien il doit appeler la police. Voilà, c'est simple, un officier, un mec de la sécu ne peut pas regarder ton sac. Il n'est pas en mesure, il n'a pas le droit. Voilà, c'est simple. En plus, Laure étant une petite fille, ça aurait dû être une femme qui aurait dû le faire. Voilà, c'est logique, normalement, mais bon, apparemment, la logique, c'est pas une priorité pour les gens. Bref, allez, prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Guadalupe. C'est pas hyper long comme truc, mais c'est trop bien comme histoire. Parce que quand je vous raconte des threads, on n'est jamais sûr que l'histoire partagée est vraie. On espère quand même que les gens y mentent pas, ça n'a pas d'intérêt, mais bon. Mais là, on a une preuve vidéo, audio, et du coup ça aide bien à croire son histoire, puisque oui, pour ce thread j'ai une preuve, donc let's go. Du coup, on contextualise un peu, et Guadalupe a 18 ans, et elle dort chez une amie à elle avec une autre amie. Elles sont donc 3 filles dans la maison. C'est l'été à ce moment-là, donc elles dorment avec la fenêtre grande ouverte et elle n'avait pas de moustiquaire à sa fenêtre. Donc c'est ouvert de chez ouvert. Mais la maison se trouve dans une zone sûre, donc elles n'ont pas pensé à mal.
Guadalupe dort juste à côté de la fenêtre avec son téléphone sur le rebord de la fenêtre. En fait, elle utilise une application d'enregistrement du sommeil sur son téléphone parce qu'elle est connue pour parler dans son sommeil. Et c'est amusant d'entendre ce qu'elle peut dire. Il est également important de noter qu'elles sont complètement seules à la maison ce soir-là. Cette fois, cependant, son enregistrement téléphonique a capté la voix d'un homme. La première chose ressemble à une sorte de grognement. La fenêtre est en hauteur mais pas au deuxième étage. En fait, sa maison était sur une sorte de pente. Puis, elles ont entendu un homme dire « Hé, lève-toi !» Bonjour, tout ça d'une voix forte mais presque joyeuse. Et puis à la fin de l'enregistrement, on peut entendre l'homme murmurer « Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui va pas. » Après ça, le truc n'a pas enregistré mais quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, c'est pas la bonne maison en fait. » Les filles ne savent pas vraiment qui cela peut être. Cela ressemble à un homme adulte et comme mentionné dans le thread, il n'y a personne qui est à la maison en plus des 3 filles. Après ça, autant vous dire qu'elle n'a plus jamais dormi chez son ami, ce qui lui faisait du mal car son ami était absolument pétrifié à l'idée de dormir à nouveau dans cette chambre. Elle n'a plus jamais dormi avec la fenêtre ouverte. Nous ne savons pas s'ils essayaient de s'introduire par effraction, si peut-être ils pensaient que c'était une maison de leur pote ou quoi. Guadalupe a 2 théories. Elle pense que c'est soit des jeunes qui voulaient aller voir leur pote ou quoi, ou c'était une tentative de cambriolage. Voilà, vraiment rassurant comme thread, trop cool. C'est sarcastique bien sûr. J'espère que t'as kiffé les threads d'horreur. Si c'est le cas, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.